d'animer cette discussion qui tournera autour du concept du temps. Je vais présenter nos deux panélistes ce soir. Caroline Monet, une artiste multidisciplinaire de la région de l'Outaouais au Québec. Elle a étudié en sociologie et en communication à l'Université d'Ottawa et à l'Université de Grenade en Espagne avant d'entreprendre une carrière dans les arts visuels et le cinéma. Ses œuvres ont été présentées de par le monde et figurent dans de nombreuses collections, dont celle du Musée national des beaux-arts du Québec, le Musée national des beaux-arts du Canada, RBC, Banque Royale et Musée d'art contemporain de Montréal. Je suis assez excité parce qu'on a travaillé ensemble sur une monographie qui va bientôt paraître. Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Ça va être encastré dans du béton. C'est vraiment un livre d'artiste et une monographie mêlés ensemble. Donc, on est très excités de faire le lancement bientôt. C'est Axnéo 7 et la galerie Walter Phillips Gallery qui vont co-publier cette monographie. Et Sylvie Poirier, professeure titulaire au département d'anthropologie à l'Université Laval et directrice de la revue Anthropologie et Société. Elle conduit des recherches auprès des aborigènes du désert occidental australien et de la nation Atikamekw, Nehirowissu, tu pourrais peut-être me corriger, en Haute-Mauricie au Québec. Ses domaines de recherche incluent cosmologie et ontologie autochtone, territorialité et savoir autochtone, contemporanéité et résistance autochtone et l'anthropologie du rêve. J'ai très hâte, en fait, de vous entendre sur le thème du temps. Le temps s'imprègne sur quasiment toutes les facettes de la vie, de l'histoire, de la recherche et de la création. Je suis assez convaincu qu'une artiste, cinéaste et une anthropologue en ont long à dire sur le thème du temps. Ce thème est assez percutant pour cette quinquennale d'art indigène à Badakwone en monte présentement, qui signifie feu continuel en Anishinabeg, est une exposition que nous pouvons qualifier de remarquable, même révolutionnaire pour le Musée des beaux-arts du Canada, et dans laquelle on retrouve une installation majeure de Caroline, Like Ships in the Night. Je commencerai par poser quelques questions aux panélistes afin qu'elles partagent leurs perspectives sur la thématique, mais je veux surtout encourager à vous tous de dialoguer avec nous, de débattre les idées, de renchérir des commentaires, d'échanger aussi sur certaines idées qui vous interpellent. Peut-être on peut commencer tout de suite. On a eu des petites discussions par courriel avant qu'on se rencontre. Je connais assez bien Caroline, mais on vient de faire connaissance de Sylvie. Puis Sylvie nous a partagé un document assez sublime et ça a beaucoup ouvert les esprits. Sylvie avait partagé plutôt ses réflexions. Beaucoup de ces réflexions sont évoquées dans beaucoup des œuvres de Caroline, donc je trouvais que le choix des deux panélistes était vraiment assez spécial. Comme nous mentionnait Sylvie, dans certains mondes autochtones, une relation étroite est tissée en temporalité, spatialité, territorialité, corporalité et ancestralité. Donc, le concept du temps peut être assez complexe et avec multicouches. J'aimerais peut-être entendre Sylvie sur cette notion-là du temps. Oui. Il faut commencer quelque part. Oui, le temps, évidemment, c'est un thème vaste qui ne se laisse pas facilement appréhender dans mesure aussi où le temps lui-même ne se laisse pas facilement appréhender. C'est une dimension très variable, très fluide, qui varie énormément selon les contextes, selon les personnes, selon les cultures. Quand le musée donc avait soumis la question, les conceptions du temps, ma première question, ça a été de me dire, est-ce que le temps
existe, un temps abstrait, universel, existe indépendamment de la relation que le vivant, humain ou autre qu'humain, entretienne avec le temps. Donc ça, c'était vraiment ma question de départ. Je ne vais pas essayer d'y répondre, inquiétez-vous pas. Et donc, en me disant le temps, donc en posant la question si le temps existe indépendamment de la relation qu'on entretient avec, je préfère le concept de temporalité. Et en même temps, évidemment, quand on parle de temps ou de temporalité, l'espace vient automatiquement. Je ne pense pas qu'on puisse penser le temps indépendamment de l'espace. Le concept de temporalité m'amenait à penser au rythme, toute la rythmicité du vivant, des différentes formes de vivant. Et ce que une des choses que j'ai beaucoup aimé dans l'exposition d'art contemporain autochtone, c'est de voir comment les Autochtones réussissent très bien à enchevêtrer toutes les formes, les différentes formes de temporalité, les différentes formes de rythmicité, pour en faire donc quelque chose, des œuvres très, très puissantes, très, très contemporaines, mais où donc, toutes ces notions que nous, on peut avoir de passé, présent, futur, ils ne sont pas dans cette logique-là, mais justement, les temporalités s'enchevêtrent. En gros, pour lancer, mettons. Parce que je pourrais continuer, mais j'aime mieux m'arrêter là. Même si les pratiques artistiques et anthropologiques peuvent paraître assez dissemblables, beaucoup des méthodologies de ces disciplines ont des traits communs: l'observation, la documentation, l'écriture, la collaboration, l'engagement, la recherche, la théorisation et j'en passe. Comment vos pratiques ont-elles influencé vos perceptions sur le concept du temps? Bien, déjà, en tant qu'artiste, on est régulé par le temps, que ce soit l'étape de recherche, l'étape de production, l'étape ou l'étape de conceptualisation, l'étape de diffusion. On est constamment en lien avec des échéances, avec des matériaux qui nous dictent une certaine temporalité aussi. On est tout le temps en mode, en cycle de création, donc c'est... veut pas, notre façon de travailler et de créer est toujours en lien avec la temporalité. Mais moi, personnellement, mes recherches ont toujours été intéressées à aller chercher des connaissances du passé afin d'apprendre plus par rapport à mon héritage Anishinaabe et comment me l'approprier, comment l'exprimer dans ma réalité du présent. Qui est une femme artiste métissée qui vit en milieu urbain, comment ces connaissances du passé, je l'exprime aujourd'hui, mais dans une volonté de les transposer pour le futur. Donc, c'est toujours de regarder dans le passé pour exprimer le futur vers l'avant, dans une volonté d'avancer, d'être dans le mouvement, de trouver des façons de ne pas stagner la représentation autochtone dans une temporalité fixe, mais plutôt dans des temporalités circulaires et des expressions. Selon moi, il n'y a pas une seule temporalité, il n'y a pas une seule façon d'exprimer, il n'y a pas une seule réalité. Toutes ces choses-là sont en simultané. Et souvent, mon travail parle de cette chose-là, de cette temporalité circulaire qui, donc le futur est en lien avec le passé et nos corps deviennent des transmetteurs du passé vers le futur, deviennent des communicateurs, et parce qu'on est attaché à une généalogie cette généalogie-là est ancrée au territoire, donc on est directement dans une espèce de conceptualisation d'espace-temps. Ça serait comme un peu globalement comment je perçois la temporalité dans mon travail. Ben, juste pour ajouter l'œuvre qu'on voit maintenant, Like Ships in the Night, dans l'exposition, tu as voulu un peu, comment dire, réconcilier ton identité en tant que Française et Anishinaabe, Algonquin. Tu as passé un long voyage. Peut-être que tu pourrais nous parler un peu de ce projet-là. Oui, en fait, ce qui est présenté, c'est l'œuvre transatlantique, qui est une vidéo que j'ai filmée sur un bateau cargo. J'ai fait la traversée de l'Atlantique pendant 21 jours. Donc, la notion de temporalité est intéressante quand on
parle de partir d'un point A pour arriver à un point B et dans la continuité unidirectionnelle, où le temps devient le voyage et le voyage devient une influence sur l'identité de celui qui voyage. À la base, l'idée de cette œuvre-là, c'était de trouver un point de repère pour que les deux côtés de mes ancêtres se rencontrent. Donc, mes ancêtres algonquins, mes ancêtres français, l'océan Atlantique devenait le seul endroit, le point de rencontre du milieu où ils pouvaient se rencontrer. Finalement, on se rend compte que en faisant le voyage, on rentre dans une espèce de temporalité qui n'existe plus parce que vu qu'on n'a plus de repère territorial, que c'est seulement l'océan et que tout est toujours la même chose, même si bien sûr la température change, on rentre dans une temporalité où c'est seulement le lever du soleil et le coucher du soleil qui marquent la temporalité. Le reste, on oublie complètement les marqueurs. On devient dans quelque chose de beaucoup plus de base. Qui est peut-être plus proche de la philosophie autochtone, quelque part, plus en lien avec la nature, la cosmologie. Super. Je ne sais pas si tu aurais des commentaires à ajouter, Sylvie. Non, mais dans la description qu'elle vient de faire là, du voyage ou de son œuvre, on voit tout cette imbrication très intime entre la temporalité, l'espace, la territorialité, la corporalité. Et c'est selon aussi c'est l'état d'esprit de la personne et le contexte. Et c'est le territoire très souvent qui fait cette relation étroite avec le temps. Là. Traverser un territoire, quand tu disais d'aller du point A au point B, ça m'a tout de suite fait penser avec les aborigènes australiens, donc comme nomades, ils sont nomades, ils étaient nomades, ok, mais ils ont cette expérience du territoire. Et c'est jamais... Et là, comme tu dis, tu pars d'un point A à un point B, mais toute la transformation, toute la potentialité qu'il y a eu durant ce moment-là, ça a été un moment très puissant, très fort. Et avec les aborigènes, c'est la même chose. Il n'y a pas cette conception linéaire d'aller d'un point A à un point B. C'est-à-dire, on part, on sait à peu près où on va, mais on n'a aucune idée du temps que ça va prendre. On a tout le temps qu'il faut. Et on laisse les choses advenir. On sait que durant le trajet, il peut arriver énormément de choses. On ne le sait pas, on ne veut pas les prévoir, on ne veut pas les contrôler. Et donc, avec eux, j'ai donc toute cette dimension de se déplacer sur un territoire, d'aller quelque part, mais de ne pas savoir à quel moment on va arriver ou vraiment, ça ne sera pas une ligne droite non plus parce que on est à la chasse, au petit gibier ou à la cueillette et donc mais c'est ça. Donc c'est à travers mon expérience avec les aborigènes australiens de saisir toute cette dimension entre le rythme du déplacement, les corps qui se déplacent, être à l'écoute des différents rythmes autour. Et donc, c'est une temporalité, à la limite, qui, j'ai envie de dire, qui s'étire, là, tu sais. C'est comme, on n'a pas d'attente. On laisse potentiellement qu'est-ce qui peut arriver. On laisse les choses advenir. C'est comme là, la mère avait plein de choses à te dire, tu l'as laissé advenir et à la limite, là, t'habiter et tout ça. Et c'est cette intensité-là qui est... intéressante. Là. Quand on découvre maintenant le territoire avec les Autochtones, avec leur rythme, sans cette linéarité que nous, on peut exiger là, à la fois dans notre rapport au temps et dans notre rapport à l'espace. T'sais, on part d'ici et on va là. On ne regarde pas ce qu'il y a et on ne se laisse pas le temps de vivre ou de se laisser imprégner par ce qu'il peut y avoir entre le plan A, le point A et B. Là. Parce qu'on est pressé, entre autres. C'est intéressant parce que ça veut dire que dès qu'on se met en mouvement, on crée une ligne. Ouais. Mais cette ligne-là n'a pas besoin d'être unidirectionnelle. Ça peut être un cercle, ça peut être toutes les formes qu'on veut, une spirale. Mais l'idée d'être en mouvement crée déjà la temporalité. Et la rythmicité, je veux dire, et les rythmes, et ces différentes lignes créent différents corps et différents rythmes. Et c'est ça. Et ce qui est si intéressant, c'est donc s'interroger sur la temporalité. Je veux dire, et ce qui compose un monde, c'est l'enchevêtrement, la coexistence de différentes temporalités. Tu
sais, on va encore là, bon, je reviens sur le territoire, là, mais même sur l'océan, admettons, la temporalité des humains, des marins ou de toi sur le bateau, celle du bateau, celle des poissons, celle de l'eau, des vagues. Donc, c'est différents rythmes qui coexistent et qui créent un monde, là. Donc, ligne, vibration, rythme, mais ancré dans des lieux, dans de la matérialité aussi. Moi, puis aussi, par exemple, quand j'ai pris mon bateau, je devais partir une certaine date, mais je suis partie 3 semaines plus tard parce que à cause de la pluie, on ne pouvait pas partir, à cause des températures. Donc, toujours aussi la temporalité en fonction des éléments. On est toujours en relation avec ça. Et je trouve que c'est peut-être quelque chose qu'on a oublié parce que notre relation au territoire, on a un calendrier très fixe, mais alors que les solstices d'été, d'hiver marquent les périodes de non-gel, les Pléiades racontent aussi un temps particulier. On est rendu dans un calendrier qui est axé sur le 12-60, 12 mois, 12 heures, 12 heures, 60 minutes, 60 secondes, alors que dans une philosophie ou une approche plus autochtone, c'est 13 lunes, c'est 13-20, c'est nos 10 orteils ancrés sur la terre, c'est nos 10 doigts qui sont des récepteurs, c'est des cycles beaucoup plus en lien avec quelque chose de naturel. Et je trouve que le calendrier tel qu'on le conçoit aujourd'hui est comme une horloge, mais est-ce que cette horloge-là est vraiment un calculateur de temps jusqu'à combien de temps? Combien de temps encore ça va réguler le temps? Parce que c'est quand même un système c'est un système qui favorise le capitalisme, qui favorise la croissance économique, mais qui favorise pas forcément l'environnement et notre relation à l'environnement en tant qu'être humain. Ben, on avait parlé un peu de ça plutôt que le temps linéaire avantage le capitalisme d'une certaine façon. Le temps et le travail, tout ça est entremêlé. Je ne sais pas si tu avais des commentaires à partager là-dessus aussi. C'est un contrôle, cette tyrannie de l'horloge et ce temps calculé, contrôlé, c'est un contrôle des corps, c'est un contrôle des gens pour donc la production, le système capitaliste et tout. Je donnais là un peu plus tôt l'exemple des temps modernes de Chaplin, ça montre à merveille là, cette aliénation entre temps-travail. Mais ce que tu as évoqué au tout début, aussi, donc ce temps qu'on contrôle et la tyrannie de l'horloge et tout ça, on a perdu la possibilité de laisser advenir de l'imprévu, comme là le fait donc d'être parti 3 semaines plus tard et de laisser les choses advenir, de se laisser surprendre. Donc ça c'est quelque chose que j'ai appris beaucoup avec les aborigènes, les autochtones en Australie ou avec les Atikamekw, laisser les choses advenir, laisser l'imprévu et se laisser surprendre et ne pas essayer de toujours contrôler le temps, contrôler le climat, de savoir qu'est-ce qui s'en vient pour se préparer. Donc, il n'y a plus cet émerveillement. On a perdu le sens de l'émerveillement d'une certaine façon, là. Quand je donnais l'exemple tantôt des aborigènes australiens, bon, on va pas de A à B, mais encore là, donc quand on part, en gros, donc on sait à peu près où on va, mais ils vont toujours laisser advenir, c'est qu'ils sauront jamais. Notre temps est séculier aussi, hein? Donc on a exclu de notre conception du temps les esprits, les ancêtres, les divinités. Ok, ils n'ont plus d'affaires dans notre contrôle du temps. En Australie, toute la dimension des ancêtres, de l'ancestralité, comme dans la plupart des mondes autochtones, est très présente. Et elle est inscrite dans le territoire. Les ancêtres ont laissé leurs traces, ont laissé leur substance, essence dans le territoire. Donc, quand ils se déplacent sur le territoire, ils restent à l'écoute des traces des ancêtres qui sont toujours susceptibles de leur apprendre des nouvelles choses. Okay? Donc, c'est ça aussi, c'est laisser advenir et se laisser surprendre par ce qui, donc, c'est ça, l'imprévu et... J'arrête là.
Ça prend la patience aussi. La patience. Ou qu'est-ce qu'on disait plutôt? Ben, la lenteur. L'éloge de la lenteur. L'éloge de la lenteur. Le rythme. De la patience. Et toute cette question du moment présent. Du présent dans toute sa densité, dans toute sa complexité. Donc, faire des expériences là, en contexte autochtone, ça donne la possibilité de ça, d'aller à la chasse, la patience à la chasse, à la pêche. Okay. Ben bon, gênez-vous pas de venir au micro. On est vraiment là pour échanger avec vous. Je sais que ça peut être assez gênant d'aller au micro dans le grand hall du Musée des Beaux-Arts, mais on aimerait vraiment que ça soit une discussion, disons, circulaire plutôt que linéaire. Ben bon, surprenez-nous. En attendant... Surprenez-nous. Oui. Je vais revenir avec une note plus tôt. Pardon. Je trouvais que Sylvie avait posé une très bonne question. Le temps existe-t-il indépendamment de la relation que les vivants, soient-ils humains ou non humains, animaux, plantes, esprits, etc., entretiennent avec les rythmes multiples qui composent un monde? Sylvie, tu as mentionné que tu préfères utiliser le terme temporalité, voire même rythme. Afin d'aborder le thème du temps, j'aimerais t'entendre un peu là-dessus. Oui, écoute, donc, il y a autant de conceptions du temps qu'il y a donc de société et de culture. Et donc, dans ce sens-là, ce que je disais au tout début, est-ce que un temps abstrait, universel existe indépendamment donc de la relation qu'on entretient avec les rythmes du monde, OK? Et donc, ben là, j'ai l'impression que j'ai la sensation que je me répète. Donc oui, donc le concept de temporalité, pour moi, contient là, cette dimension de relationnalité, là, que le temps est quelque chose de relationnel, que je ne pense pas que le temps peut se concevoir donc indépendamment de la relation qu'on entretient avec l'espace-temps. Mais je dirais la même chose de l'espace, du territoire. Je ne pense pas que l'espace existe de manière abstraite et universelle. La pensée moderne essaie donc de concevoir ce temps abstrait, universel. Je pense que tout savoir sur le monde ne peut exister indépendamment de la relation qu'on entretient avec ce savoir-là. Et c'est ça souvent qui va distinguer, c'est là que la science a essayé de se distinguer des autres systèmes de savoir, des autres modes d'être au monde en disant, oui, mais nous, on a accès comme à la vraie nature des choses et on va vous dire c'est quoi le temps et l'espace, indépendamment de la relation qu'on a avec, parce qu'on est objectif. Donc moi, c'est avec cette épistémologie-là que j'ai beaucoup de misère. Et donc, tu disais même que nos conceptions du temps est souvent anthropocentrique. Beaucoup plus anthropocentrique. Oui, là, on a ce que Caroline évoque au niveau là, de la temporalité ou de la territorialité autochtone. On est dans des conceptions là, des cosmocentriques, des cosmologies cosmocentriques et non pas anthropocentriques. Donc, on sait que la modernité, oui, mais là, je ne veux pas trop m'éloigner de notre thème, mais la modernité est anthropocentrique. On a fait de l'humain un être à part du vivant. Et donc, oui, on a de la misère, effectivement, là, à reconnecter, à penser ces relations, cette relationnalité avec tous les êtres au monde, pas juste l'humain, là, et c'est un peu ça, là, que ce que les Autochtones tentent, eux continuent à le vivre comme ça et tentent de dire à travers leurs œuvres, à travers leurs voix, à travers leurs récits, donc de cette idée de relationnalité avec l'ensemble du vivant. Et ça a été ça. Donc, et là, tu sais, ça, la modernité, c'est comme... la modernité a un peu exclu l'humain du vivant en disant qu'on était apparemment des êtres à part.
ben, c'est pas, là, on est vivant. Et il faut donc entrer en relation avec le vivant. Là. Donc, mais tous ces savoirs-là non modernes ont toujours existé et existent encore. Là. Moi, je trouve que c'est la modernité qui s'exclut elle-même d'une certaine façon. Là. Mais c'est un autre thème. Je pense que l'expérience à la temporalité, elle est individuelle. On vient tous de bagages différents, d'expériences différentes, et tout ce bagage-là fait en sorte que notre relation au temps devient une expérience subjective et propre à chaque individu. Et si on pense à la temporalité comme cercle, c'est-à-dire que cette expérience, elle serait vécue au centre du cercle, et tout se passe autour de ça. Je trouve que cette expérience-là, elle est propre à chaque individu. Je pense qu'il n'y a pas une seule façon de vivre le temps. On est tous tous en simultané. Tu sais, c'est plusieurs lignes là, qui se croisent un peu partout, qui créent un très grand réseau de connecteurs. C'est comme plusieurs points qui sont posés dans cet espace-temps. Ça devient un peu métaphysique parce que c'est ça que c'est l'espace-temps. Le temps, c'est pas concret, en fait. On peut pas essayer de vraiment définir ce que c'est. C'est plusieurs points, puis ça se connecte. Puis juste deux personnes qui se rencontrent, il faut qu'il y ait tout le bagage d'avant et tout le futur d'après qui fait en sorte qu'à ce moment particulier, ces deux personnes se rencontrent et vont créer ensemble quelque chose qui va affecter plusieurs générations. Donc, c'est intéressant de penser que le futur, en fait, est le passé, et que le passé est le futur, et que cette structure de 3 temps, de passé, présent, futur, en fait, elle est une seule chose. Et que on essaie en fait de vivre le moment présent, de prendre le temps de vivre le moment présent, mais sans oublier d'où on vient pour savoir où on s'en va. C'est très chez les aborigènes, il y a toute cette conception là à défaut d'un meilleur terme là, d'un templier, temps en deux termes là. Donc, cette idée de ce qui est advenu, le présent et ce qui est à venir, ils sont comme enchevêtrés, coexistent toujours dans un même lieu. Ça revient un peu à dire là, ce que je disais tantôt, mais donc, il n'y a pas cette idée d'un temps linéaire, mais et encore là, la question de se laisser surprendre, c'est-à-dire que ce présent qui est réel et qui est composé, c'est un peu comme tu viens de dire, le présent porte en lui ce qui a déjà été et ce qui sera. Donc, c'est toute cette idée du virtuel et de l'actuel qui coexistent et on sait jamais, ils restent ouverts à comment ça va se déployer, va se déplier à la limite. Et je trouve intéressant parce que donc il n'y a pas mettons par rapport à la mort, ça c'est un autre thème, puis en parlant du vivant, en parlant de temporalité, donc la question de la mort vient évidemment à l'esprit, la question des rêves vient à l'esprit, mais cette notion, donc encore là, dans une modernité séculière, le temps de la vie à la mort, tout s'arrête. On parlait cyclique, tu parlais cyclique. Ben, dans la plupart des sociétés autochtones ou non modernes, la mort est le début d'autre chose. C'est le début d'un autre cycle. Ou alors, tu sais, et donc les gens n'ont pas cette idée de finalité, n'ont pas cette peur face à la mort parce qu'ils vont continuer à vivre après la mort. Soit sous forme d'ancêtres, soit ils seront réincarnés, soit leur esprit va aller sur le territoire. Donc, il y a cette dimension cyclique encore là, face au temps, face à l'espace-temps. Donc, je pense qu'on parle de temps, de temporalité, différentes conceptions des sociétés, des cultures. La notion de la conception de la mort rentre là-dedans aussi. Là. Donc, tu sais, ce temps linéaire de la modernité, chaque vie s'arrête à la mort. Il n'y a rien de plus épeurant que ça, de se dire je vais finir, alors que quand toute ta vie, tu es socialisé dans un système qui te dit oui, mais bon, après la mort, tu continues, ton esprit continue.
bon, tu sais pas exactement, OK, mais bon, quelque part, il y a cette cyclicité et ça enlève de l'angoisse un peu, là. Le rêve est un autre thème pertinent aussi autour de la temporalité. Parce que, donc, on rêve tous, mais ce qu'il y a d'intéressant avec les rêves, c'est que tous nos repères spatio-temporels de l'état de veille sont caducs. Dans le rêve, n'importe quoi peut arriver. C'est une autre temporalité, c'est une autre spatialité. Ça, c'est facile. Et les Autochtones, on le sait, travaillent énormément avec le rêve. Ils travaillent avec le rêve. Ils sont très à l'écoute des rêves. Et le rêve est souvent l'endroit où les esprits des morts viennent aussi dire un petit coucou aux vivants. Serge. Ça marche, oui. Je vais essayer de ne pas penser que je suis dans le grand hall, mais tu nous invites à parler. Caroline, est-ce que vous pouvez nous parler de votre œuvre très belle et très hypnotique qui est présentée dans l'exposition, par rapport justement à ce concept du temps dont vous parlez, parce que l'expérience qu'on a quand on s'immerge, en fait c'était une expérience d'immersion dans votre salle, est très forte. Donc il y a un espace et un écran avec une vidéo, il y a des sphères, mais votre écran est coupé en deux. L'image, par moment, on a l'impression que... Enfin, il y a un travail sur la symétrie, donc, qui est intéressant par rapport à l'idée, justement, d'une traversée linéaire. J'ai l'impression que, par moment, il y a une désaccélération, des ralentissements. Est-ce que vous pouvez un peu parler de votre œuvre qui est présentée ici et qu'on peut voir, s'il vous plaît? Merci. Ben, déjà, je trouve que le médium de la vidéo et sa flexibilité au temps fait du médium... En fait, le médium parfait pour parler de temporalité. En montage vidéo, on peut justement prendre 21 jours en temps réel et le couper en 16 minutes de vidéo. Donc, cette relation de l'œuvre vidéo par rapport au temps, moi, elle m'a toujours intéressée dans toutes mes œuvres. J'ai voulu avec cette installation-là, vraiment faire quelque chose d'immersif. De faire une œuvre sensorielle où on devient presque hypnotisé, où on perd nos repères complètement par rapport à la temporalité, par rapport à où on se trouve sur le territoire. Comme moi, je me suis sentie en mer. J'ai voulu recréer un peu toutes les vagues d'émotions que j'ai vécues ou expérimentées sur le bateau, que ça passe par l'ennui, la beauté, la tranquillité, l'apaisement, mais aussi parfois la peur, un peu la nausée. Donc, c'est des états d'âme qui s'enchaînent comme ça, mais qui aussi viennent hypnotiser. On plonge dans une espèce de cerveau. Ça ressemble presque aux tests de Rochter, les tests de psychologie. Donc, chacun peut y voir ce qu'il veut. On est confronté soi-même à sa propre imagination. Et aussi avec une trame sonore très mécanique, très rythmée. J'ai toujours mis beaucoup d'importance au son comme moyen d'amener un état immersif, d'amener cette hypnose aussi, qu'on veuille passer du temps dans l'installation. L'idée de jouer la vidéo en boucle, qu'on ne sache pas où est le début de la fin, permet aussi de s'y perdre. Peut-être des gens vont rester 2 minutes, 5 minutes. Il y en a d'autres qui peuvent rester 30 minutes. Ça dépend de l'état dans lequel on entre dans la pièce, dans l'installation. Et l'idée des deux écrans, de l'écran séparé en deux, c'était déjà cette idée de dualité qui est présente dans mon travail depuis le tout début de ma démarche artistique. Mais c'est cette idée aussi de miroir, d'être confronté à soi-même. Il y a quelquefois des petits moments où c'est pas exactement la même image, mais c'est très subtil. Donc, encore une fois, c'est vraiment psychologie, hypnose et immersif, ouais. Et puis, les sphères, donc deviennent des marqueurs de territoire et des marqueurs de temps aussi. Je suis inspirée par les alignements de roches, comme par exemple les roues de médecine, qu'on trouve qui étaient des calendriers où, par exemple, les alignements de roches en Bretagne, c'était des cadrans solaires. Donc, c'est des façons de calculer le temps, la temporalité, et qui sont marquées sur le territoire aussi.
C'est une œuvre très onirique. Oui. Aussi, ce qui m'intéresse, c'est intéressant de penser que les moyens de communication, avec la colonisation, on a réussi à accélérer le débit de communication, donc de communiquer de façon plus rapide, de se déplacer de façon plus rapide. Et toute cette communication accélérée, cette colonisation a permis de développer la colonisation aussi. Ça m'intéressait ce rapport économique, ces arguments économiques par rapport à la temporalité et à la colonisation. Je me lance dans une autre facette du concept du temps, la performance, dans le sens élargi qui inclut bien sûr l'art performance, l'art conceptuel, mais aussi le rituel, la transe, les cérémonies, les pratiques spirituelles, les happenings, etc. C'est une pratique qu'on retrouve dans toutes les cultures du monde depuis les temps immémoriaux et qui occupe un espace-temps assez énigmatique. La séparation entre le performeur et le public semble s'écrouler parfois, le temps semble se figer ou même s'étirer ou disparaître. La performance a pris une place prépondérante dans le projet Abadakwoni qu'on voit ici au musée. C'est une pratique qui n'a pas toujours été soutenue par le musée et de voir que c'est une partie tellement importante de ce projet ici, ça me donne beaucoup d'espoir pour le futur du musée parce que c'est vrai que les artistes en performance sont peut-être un petit peu plus osés, indisciplinés, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre, mais en tout cas, on peut penser aux œuvres dans l'expo de U.R. Nango, Maria Hupfield, Lakuluk Williamson Batory et même l'installation vidéographique de Skeena Reese. Caroline, je sais que tu fais pas beaucoup de performances, mais tu crées quand même beaucoup d'œuvres durationnelles ou qui en cinéma, en vidéo, et même une performance que tu as faite récemment pour ton expo individuelle à Axnéo 7 pour commémorer les femmes disparues et assassinées. J'aimerais un peu juste avoir ton aperçu là-dessus. C'était quand même une œuvre qui a duré quand même quelques heures, oui. Mais justement, je pense pour pouvoir documenter la performance, la vidéo se prête bien pour pouvoir encore une fois réduire la durée de la performance et de la condenser. Ça, la vidéo marche bien. Ce que j'avais fait, c'est que j'ai construit mon propre travois qui était un outil de pouvoir transporter des objets, un outil traditionnel pour pouvoir transporter des objets d'un camp à un autre. Et je suis allée à Kitigan-Zibi et je suis allée chercher de l'eau là-bas parce que c'est de là viennent mes ancêtres. Et j'ai fait un cube de glace avec cette eau-là que j'ai congelée et je l'ai mis sur mon travois et j'ai porté le travois de la galerie Axnéo 7 jusqu'à l'île Victoria ici à Ottawa. Et tout le long où je marchais, c'était quand même très lourd parce que le travois est fait en bois et d'habitude on le met sur un cheval ou sur des chiens. Et tout au long de mon parcours, le bloc de glace fondait jusqu'à ce que j'arrive pour redonner cette eau-là à lieu traditionnel sur l'île Victoria. Donc, il y avait une volonté d'honorer les deux jeunes femmes qui ont disparu à Kitigan-Zibi, mais aussi d'honorer cette migration de ma famille qui est partie de là-bas pour venir s'installer en région d'Ottawa et de reconnecter avec le territoire, le marché, d'être en relation avec les éléments aussi. Ouais, dans tes réflexions, Caroline, tu avais partagé, en retraçant la ligne du passé, nous trouvons notre chemin, qu'il existe un proverbe qui dit que pour savoir où nous allons, nous devons savoir d'où nous venons. Je pense que ça informe beaucoup de ton travail
vidéographique et filmique. Tu viens de réaliser un long métrage aussi qui est assez excitant pour toi. Je ne sais pas si tu as des choses à partager avec nous. J'ai toujours aimé regarder dans le passé, de m'inspirer de l'histoire, de faits historiques ou de connaissances traditionnelles, ou de vraiment m'informer le plus possible dans ma période de recherche, le plus possible sur le passé pour en faire quelque chose aujourd'hui, de l'exprimer avec mon interprétation d'aujourd'hui pour en faire quelque chose qui, j'espère, peut influencer les prochaines générations ou peut permettre d'être ce transmetteur du passé vers le futur. J'espère en tout cas que mon rôle d'artiste permet ça, permet d'informer ou permet de continuer dans une tradition, de continuer la transmission, même si elle n'est pas de façon traditionnelle ou si elle n'est pas, je dirais traditionnelle, même si elle se transforme parce que ma réalité fait en sorte qu'elle se transforme. J'espère qu'elle contribue quand même à cette continuité-là. Et mes œuvres sont faites en fonction de ça, souvent. Mais tout à l'heure, on parlait de rythme et je me suis rendu compte en faisant mon long métrage qui est que des acteurs autochtones. Et que le rythme aussi, tourner dans une communauté, tourner à Kitigan-Zibi, donc une communauté, le rythme n'est pas du tout comme le cinéma québécois qu'on connaît, l'industrie cinématographique, tout est beaucoup plus lent, le débit des acteurs est plus lent aussi. Et c'est quelque chose qui va énerver les techniciens ou qui va énerver le monteur en salle de montage parce qu'il faut habituer les gens à ralentir. Ce rythme autochtone n'est pas déployé partout. Les gens ne sont pas familiers avec ça. Donc, il faut comme rééduquer les gens à que c'est correct, ce rythme-là aussi. C'est différent, mais c'est correct. Et donc, je me rends compte en salle de montage maintenant, cette semaine, par exemple, la monteuse qui veut enlever les silences, qui veut tout recondenser. Je dis non, parce que c'est ça la couleur de la culture, c'est ça la couleur de ce personnage-là. Cet acteur-là, Atikamek, parle comme ça. Mais c'est sûr, quand on parle d'une scène qui est pleine d'émotions, c'est très nerveux, c'est une confrontation, il faut que le débit soit plus rapide parce que l'émotion vient avec la rapidité. Il faut voir s'il y a d'autres façons de faire. Et ça m'intéresse quand on parle de temps et de rythme. Puis comment c'était de travailler avec des acteurs autochtones et non autochtones qui devaient dialoguer ensemble dans un film comme ça? Ben c'est une rencontre et je pense qu'il faut faire des œuvres comme ça où ça devient des rencontres autochtones, non autochtones parce que c'est là que je pense de travailler ensemble, c'est là qu'il y a une vraie réconciliation, une vraie compréhension de l'un de l'autre, un vrai échange à travers le travail, à travers des projets, pas seulement de lire un livre sur l'autre. Faut être exposé tous les jours et d'amener une équipe de techniciens sur la réserve. Eux peuvent repartir chez eux et parler de leur expérience et ça fait des ramifications et je trouve ça important. Je vous encourage quand même de venir au micro, poser quelques questions, mais ça ne me dérange pas de continuer la discussion avec les deux panélistes. 2 minutes. Je sens... On pourrait peut-être finir avec une belle citation de Caroline. Un organisme vivant est un système qui change continuellement en fonction du dialogue et de son interaction avec l'environnement. Ce dialogue est influencé par le passé et affecte le futur. Oui, on a fini.
Mais je trouve qu'il y a une belle citation de Walter Benjamin qui dit il y a secrètement un accord entre les générations passées et les générations présentes. Donc, je trouve ça beau de dire que notre responsabilité, elle est constante, elle est très importante et elle est envers toutes les générations passées et futures. Super. Je ne sais pas si tu as des derniers mots à partager avec nous. Non, ça va. Mais en tout cas, merci beaucoup, Sylvie et Caroline. Ça a été vraiment enchantant de vous écouter.